intoxication à l'hôpital. Évidemment, si c'est pour se retrouver après dans le même marigot, évidemment, rien n'est réglé. Alors, où en est-on rapidement là-dessus, sur ce problème, à la fois de post-cure et d'information? Oui, alors effectivement, le terme de post-cure correspond à des structures qui sont en aval d'une cure ou de sevrage ou de désintoxication qui peut se faire soit à l'hôpital, soit dans la médecine de ville. Lorsque les personnes donc, sont sevrées physiquement, et on le voit, c'est insuffisant. Donc il y a toute une partie de prise en charge psychologique, appelons-la comme ça, pour que la personnalité se reconstitue, se reprenne un peu. Et donc les personnes peuvent, les toxicomanes qui ont fait ce choix, peuvent aller dans des centres dits de post-cure qui donnent un panel de prise en charge très varié qui vont de la cure psychanalytique à la réinsertion par le débardage en forêt, en passant par des activités, du sport. Bon, je veux dire, il y a un certain nombre de centres, effectivement, mais qui sont insuffisants. Il y en a combien en France actuellement? Il y a moins d'une centaine de centres dits de post-cure, si on peut les appeler comme ça. Qui accueillent à peu près chacun combien de personnes? En général, la capacité d'accueil est combien? C'est autour de 15 personnes, 15 toxicomanes. Oui, alors, ce qui fait évidemment 1500 personnes. Oui, 1500, c'est un peu... Il y a moins de places que cela. Si on raisonne en nombre de places, on dit qu'il y a 700 places disponibles. Sur des dizaines de milliers de... Il y a une population estimée de 100 000 à 150 000 toxicomanes. Il y a 700 places. Oui, mais on sait qu'il n'y a que 30% des toxicomanes qui passent par le dispositif sanitaire, et que le dispositif sanitaire, ce sont les hôpitaux classiques, les médecins, les hôpitaux psychiatriques, et ce qu'on appelle ce dispositif spécialisé. Vous avez des professionnels donc spécialisés, compétents, remarquables, qui font un travail fantastique sur le terrain, qui sont donc dans les centres de post-cure ou dans les centres d'accueil. Centre d'accueil, il n'y a pas d'hébergement. Centre de post-cure, il y a un hébergement. Donc, enfin, ce qui est tout à fait quand même tout à fait extraordinaire, c'est la différence de chiffres que vous avez donnée entre 700 places. C'est pour ça qu'il y a un plan gouvernemental qui visait à doubler le dispositif sur 3 ans. Pourquoi sur 3 ans? Pour ne pas monter n'importe comment, n'importe où, un certain nombre de centres. Oui, je vous demandais à Sophie, je crois que Sophie, vous avez été aussi en prison et vous avez été dans un centre de post-cure. J'étais toxicomane. Je suis sortie de prison il n'y a pas longtemps. Et bon, je suis passée par le Patriarche à l'âge de 14 ans. J'y suis restée 1 an et demi, 2 ans. Je voulais dire une chose, c'est que bon, pour aider un toxicomane, je pense que la meilleure personne qui puisse le faire, c'est un ex-toxicomane. Je vois mal quelqu'un qui n'a pas vécu la même situation, même si c'est un médecin, même si quelqu'un de très gentil, pouvoir aider quelqu'un qui n'a pas vraiment envie d'arrêter. Je veux dire, bon, on va avoir envie d'arrêter, je vais avoir envie d'arrêter juste après avoir fait un shoot. Je veux dire, mais bon, 10 minutes après, c'est fini, j'aurais plus du tout envie de m'arrêter. Donc, moi, ce qui s'est passé au Patriarche, si vous voulez, c'est qu'il y avait des gens 24 heures sur 24. Ils étaient là pour m'aider moralement et physiquement. C'est sûr que c'était dur. C'était très dur, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. J'étais mal, j'ai eu des crises d'épilepsie, on me faisait marcher pendant 10-15 km. Seulement, bon, il y a eu un résultat. Après, ça s'est passé. Après, je suis sortie, j'ai recommencé bien plus tard. Enfin, ça a été différent. Mais bon, je crois qu'il faut vraiment... Donc c'est quand même difficile de s'en sortir. C'est difficile de s'en sortir. D'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose, c'est que bon, bah là, je suis sortie de prison, ça fait 1 an et demi que j'ai pas touché à la drogue. J'ai mon mari qui est encore incarcéré, j'ai un petit garçon de 11 mois. Et bon, mais c'est vrai que bon, j'ai passé une période assez difficile il y a quelques temps. Et c'est vrai que je me suis dit, oh là là, si je prenais de la cam, ça irait mieux. Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'ai mon fils, parce que mon mari est en prison, mais c'est vrai que j'ai eu recours. Enfin, j'y ai pensé, je veux dire, voilà ce que je veux dire. Je pense que quand on est passé par la cam, un autre exemple aussi, mais il y a ma mère aussi qui est dedans, toute notre vie, on ne peut pas dire la cam c'est fini au bout de 5 ans, c'est pas vrai. Toute la vie, si jamais il se passe quelque chose, ne serait-ce que l'idée, on peut avoir l'idée. C'est ça qu'il faut savoir, c'est grave. C'est pas uniquement un sevrage de 10 jours, 1 an, 2 ans, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et la prévention, il faudrait une prévention qui soit faite par d'ex-toxicos. Moi, dans mon cas maintenant, je me sens pas à même d'aller voir un mec qui se défonce et de l'aider, parce que je sais pertinemment que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que je sais qu'il serait possible que je retombe moi là-dedans. Je ne suis pas encore assez forte, je le sais, je ne me mens pas moi-même.
Bon, alors c'est bien tous ces trucs de ce qu'on fait actuellement, mais bon, effectivement, si vous avez envie de voir, si vous êtes mal, que vous avez envie de parler à 3 heures du matin et que tout est fermé, les médecins sont fermés, les centres d'hébergement, je ne sais pas comment ça se passe, c'est fermé, et ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous faire votre shoot. Voilà, donc ça c'est quand même assez grave. Docteur Solal, Je voulais juste dire un mot à la suite de ce que disait Laurent Snart. C'est important de dire que seuls 30% des toxicomanes ont affaire au système de soins. Ça ne veut pas dire forcément que 70% des toxicomanes ne sont pas malades. Ça veut dire tout de même qu'un grand nombre de toxicomanes vont se sortir de la toxicomanie sans avoir recours au système de soins. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement mettre en équation les 700 places de post-cure avec 150 000 toxicomanes. Non, mais même comme ça, 30% calculé, ça fait quand même 40 000. Fort peu. Ça fait déjà beaucoup. C'est de toute façon pas suffisamment et on est nous, très contents, nous les professionnels, du projet qu'a eu la délégation générale à lutte contre la drogue de doubler les places. Et c'est évident que c'est long, et ce que dit Sophie, c'est évident que c'est très compliqué, c'est évident que ça ne se résout pas comme ça. Je voulais savoir, Mnouchka Podloubny, vous avez eu aussi avec votre enfant un problème comme cela. Je l'ai toujours. Et qu'est-ce que vous pensez vous voyez des solutions? Vous voyez, qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à ça? Je pense que sur le plan de l'accueil, effectivement, il y a une écoute tout de suite, assez vite, quand le toxicomane décide de se faire écouter, il trouve des centres d'accueil. Le problème, c'est que même quand il a décidé de suivre une cure de désintoxication, ce qui a été le cas de ma fille l'année dernière, qui a passé 8 jours à Cochin, mais il n'y avait pas de post-cure après. Donc on lui a fait la proposition d'une famille d'accueil qui a priori n'a pas marché, parce que dans sa tête, quelque part, quelque chose a déraillé. Et elle est sortie toute seule le dimanche après-midi de l'hôpital, sans que les médecins soient là. Elle avait le droit, elle était majeure. Elle a été retrouver le petit copain qu'elle avait à l'époque, qu'elle n'a plus maintenant. Donc je crois qu'elle a effectivement un peu coupé avec les milieux de la drogue maintenant, mais à ce moment-là, elle l'avait encore. Ce jeune homme s'est fait un shoot devant elle et a refusé de lui en donner. Elle est devenue littéralement folle et elle a basculé par une fenêtre du 5e étage. Alors elle a passé 6 mois à l'hôpital, elle a eu 6 opérations. Je pensais qu'elle était sortie de la drogue par obligation, parce qu'elle était quand même sous contrôle médical constant. Et puis là, ce n'est plus... Je pense que ce n'est plus de la drogue, mais que ce sont des produits de remplacement. Mais elle ne sait pas prendre un médicament. Elle va avaler une tablette de 12 comprimés. Donc c'est la polytoxicomanie dont on parlait. C'est la polytoxicomanie qu'on retrouve maintenant. Et puis pour les parents qui sont les parents qui essaient d'être là, comme madame qui s'est battue très fort. Moi aussi, j'essaie de me battre très fort. Par contre, je refuse de me battre contre elle, parce que là, nous allons aller violence contre violence. Quand elle est sous l'effet de médicaments, même de 2 médicaments, elle devient violente. Elle a tourné une fois la violence contre elle, elle peut la tourner contre quelqu'un d'autre, y compris contre moi. J'essaie de garder mon calme et de rester le plus tranquille possible en me disant et en me répétant que ce que j'ai là devant moi, ce n'est pas mon enfant. C'est comme si ma fille était morte il y a 3 ans, et depuis 3 ans, je vis avec un pâle fantôme qui lui ressemble. De temps en temps, je vois ma fille ressurgir, et puis je la vois redisparaître. Oui, sauf que c'est un pâle fantôme, et c'est ça qui est très très fort, et ce que vous dites est très fort, c'est que c'est un pâle fantôme quand même qui est votre fille, parce que vous l'assumez. Bien sûr. Si ce n'était pas votre fille, Bien si sûr. c'était un pâle fantôme avec qui vous serez étrangère, ce serait autre chose. J'aurais tout jeté parce que c'est pas possible, c'est invivable, c'est un enfer de tous les jours. C'est l'angoisse, c'est de savoir si le téléphone va sonner à 2 heures du matin parce qu'elle va rentrer dormir, de ne pas savoir où elle dort. Bon, bien sûr, de la mettre à la porte. Là, elle vit dans un studio, elle est en dehors de la maison. Mais ça n'empêche pas l'angoisse, on est dévoré d'angoisse continuellement. Bon, madame l'a dit tout à l'heure, c'est les pires angoisses. C'est essayer de lui faire confiance, oui. Mais on est obligé de tout cacher, cacher un sac, cacher l'échiquier, penser à fermer ceci. Mais c'est affolant. Bon, on a vécu en confiance totale avec son enfant pendant 18 ans. On l'a construit, on a essayé d'en faire un être humain, enfin quelque chose de bien. Et puis, bon, on le voit se détruire sous vos yeux parce que c'est ce qu'il fait. Il se détruit, il en est conscient et il continue. Alors, ce que je trouve aussi... Oui, je crois que là, l'engrenage avait bien été décrit. Oui, ici, bon, il y a effectivement pas de schéma type. Chacun est entré dans la drogue par sa propre porte. Non, mais il y a quand même des... Il n'y a pas de schéma type, mais il y a quand même une trame commune. Oui, absolument. Exact. Je crois que chaque individu est différent. Peut-être la trame commune est plus mais pour dans les celui parents. qui reçoit le toxicomane, lorsque vous en avez reçu un certain nombre, vous vous apercevez quand même qu'il y a une belle trame commune.
Alors, Bien bien sûr. sûr, chaque Bien sûr. individu est différent de par sa personnalité, mais dans le comportement toxicomaniaque, il y a quand même une De toute façon, on l'a vu par les témoignages qui ont été donnés, même s'il n'y en a eu Et que on 3. arrive forcément à la délinquance, obligatoirement. Il va y avoir vol de chéquier, de carte bleue, Mais puisqu'il y a le besoin d'argent il y a le absolument besoin total. d'argent. Alors, on va se retrouver dans un engrenage qui est horrible en plus, parce qu'il va se passer une chose, c'est qu'au moment où elle va peut-être être en montée, ce que moi j'appelle il y a un petit peu les montagnes russes, à ce moment-là, elle va être convoquée devant un juge parce qu'il y a eu délinquance. À ce moment-là, elle va se sentir mal dans sa tête, et quel va être son réflexe? Ça va être le médicament, la drogue, enfin ce qu'elle va trouver. Bon, le juge, c'est terminé, on Cercle ressort vicieux. un petit peu, c'est le cercle vicieux. Alors, elle est là, en ce moment, je pense, en train d'essayer de faire une cure de désintoxication. Et Moi, vous l'aidez. je ne peux pas l'aider. Je ne peux l'aider qu'en étant là si elle fait appel à moi, mais j'ai presque intérêt à m'enlever de son chemin. Parce que je risque de la gêner plus que de lui apporter quelque chose. Par contre, je me fais un souci monstre sur quel va être le après la désintoxication physique. S'il vous plaît. Monsieur. s'il vous plaît. Oui, on voit qu'il y a une prolifération au niveau de la drogue qui se répand, les drogués augmentent de plus en plus. Alors tout ça, c'est bien beau. Les gens du ministère de la Santé font ce qu'ils peuvent, et ils n'ont pas beaucoup de moyens. Mais au niveau de la police, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Parce que si on supprime à la base, on arriverait quand même peut-être à diminuer un peu ce genre de choses-là. Oui, non, mais pour, Je crois que... il y a certes... bah, Non, attends, je voudrais répondre aussi un petit peu. Attendez. J'ai été incarcérée pendant 1 an. Mon mari est encore incarcéré pour une histoire de drogue. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on s'est fait du mal à nous, on se détruit nous-mêmes, on ne détruit pas les autres. Qu'on arrête de donner une image fausse du mec qui va à la porte du lycée, qui va vendre de la cam. Ça arrive, ça se fait, mais qu'on ne me dise pas. Moi, on ne m'a pas proposé la cam, je suis allée la chercher toute seule. Bon, ça se fait. Mais le problème de la police, monsieur, ça ne sert à rien du tout. Vous êtes incarcéré. Vous allez en prendre pour 30 ans. Écoutez, vous êtes incarcéré. Là, ça en ferait peut-être réagir quelques-uns. Je suis désolé aussi. J'allais en Hollande. Hein, oui, je sais, sans vente libre, on peut fumer les Oui, pétards. parce et qu'on tout. dit, n'empêche que vous la ratez en France. Hein, c'est là qu'on s'est Oui. froissé. Je peux vous dire une chose, c'est que au niveau police, ça ne sert à rien. Ah La oui, personne, alors. elle va... Non mais attendez, monsieur. elle sert, alors. Écoutez, une personne va être incarcérée, d'accord? On va incarcérer une personne pour de la drogue. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon. Mais en prison, la jeune femme l'a dit, Françoise l'a dit, on ne se désintoxique pas, on nous donne des fioles. Qu'est-ce qui se passe en sortant? Ça recommence. Attendez, ce qu'exprime, non, ce que je veux dire, ce qu'exprime monsieur, allez-y, attendez, Sophie, ce qu'exprime monsieur, mais lui, qui se met, mais il faut écouter aussi de l'autre côté de la barricade, lui, il dit, oui, mais en attendant, on va chercher de l'argent, et on va voler, on va tout ça, et nous, comment est-on protégé contre les gens qui vont avoir besoin d'argent? Bon, voilà la question qui est posée. Oui, Je crois que Françoise. le problème de la police, c'est que qui est dans la rue en train de vendre, c'est les toxicos. Ils sont dedans, ils sont obligés de se rembourser leur cam. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est essayer de faire prendre conscience aux jeunes d'arrêter de se défoncer. À ce moment-là, les mecs qui se font vraiment du fric sur la cam et qui y touchent pas, qui savent pas ce que c'est que d'être accro, ceux-là seraient obligés de descendre dans la rue. Je pense que c'est la conscience de la jeunesse de dire on arrête la cam. Et à ce moment-là, les dealers, on pourra leur casser les reins. Enfin, ceux que j'appelle vraiment les dealers, pas les fourmis comme nous. Hein. Vous voulez dire les gros trafiquants, ceux qui tiennent Ils le seraient marché. bien obligés d'aller dans la rue revendre leur cam. Ceux-là, ils sont intouchables. Oui, mais alors comment il faudrait faire? Vous voulez dire, les jeunes, qu'est-ce qui va amener les jeunes à prendre conscience de dire on arrête? Déjà faire Oui, suffisamment de Gad Boujols. prévention très tôt, car si on fait de la prévention, on vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Bon, c'est vrai. Bon, guérissons aussi ceux qui en sont atteints, car moi je suis effarée d'entendre toujours le même discours, j'ai essayé de m'en occuper depuis 11 ans. Alors au départ, on m'a dit, vous êtes un parent de toxico, vous y connaissez rien, c'est pas sérieux. Bon, mais je suis contribuable à part entière, j'ai aussi mon expérience, et je dis pas que mon expérience est quelque chose de super, mais enfin j'ai le droit de la faire partager aux autres, car hélas tous les parents que je rencontre ont vécu la même expérience que moi. Alors, quand j'ai fait ce jeu de loi, moi je suis ingénieur consultant, je me suis dit c'est pas possible, je vais analyser ce qui marche pas pour essayer d'améliorer un système et proposer un système. Bon. Déjà les médicaments, je me suis battue contre ça, j'ai mis au point avec le professeur Laroche, qui était le patron de la médecine interne à Cochin, pris après ensuite par le professeur Boissonnat, une méthode qu'avec 3 médicaments et pendant 7 jours, ce qui a réduit le délai, car avant c'était 3 semaines et on sortait avec un gros bisounours de médicaments de la psychiatrie. Donc ça marche. J'ai analysé qu'il ne fallait pas de coupure. Il faut surtout s'intéresser aux interphases. Madame disait tout à l'heure, ma fille a été sevrée, d'accord, mais derrière, il n'y a rien. Nous, on a fait ce qu'on appelait la chaîne thérapeutique. C'est-à-dire que jamais je ne fais rentrer un toxicomane en sevrage si le départ n'est pas immédiat vers une post-cure.
Car si vous lâchez le toxicomane un peu dans la nature, ne serait-ce que pour téléphoner à papa, maman avant de prendre le train, c'est parti, il est reparti. Donc j'estime en tant que contribuable que ce qu'on a fait, ça ne sert à rien, puisqu'on revient toujours à la case départ et qu'il faut toujours payer. Les laisser dans la rue, monsieur a raison, qui paye les frais de la délinquance? Tout à chacun, vous et moi. Celui qui vole, il est obligé de voler pour s'acheter de la cam, il le fait. Bon, il y en a qui ne veulent pas voler, qui préfèrent se prostituer, ou voler la famille, ou revendre de la cam. Mais il est vrai que quand vous avez acquis un bien, que vous le faites voler, vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord. Les autoradios, on dit c'est plus la peine de les déclarer, on les rembourse plus. Les mobylettes, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que c'est un mal de société qu'il va falloir résoudre. Moi, je suis simplement effarée pour répondre au ministère de la Santé. Boujols, On oui. entend toujours les mêmes choses, c'est pas madame que je m'en cause, on entend les mêmes choses depuis 15 ans. On ouvre des places de post-cure de 10 à 15, on fait des permanences d'accueil qui sont bien souvent médicalisées. Moi, j'en ai fait une, elles ne sont pas médicalisées. On Au en moins, les reparle. médecins, les Madame jeunes... Boujols, on va reparler tout de suite après une petite pause. À tout de suite. La toxicomanie est un problème extrêmement complexe et un problème, on l'a vu, à plusieurs entrées parce qu'il ne faut absolument pas schématiser. On a vu à quel point c'était difficile, à quel point c'est difficile de s'en sortir. On a vu que les soins étaient encore très 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 loin d'être ce qu'ils doivent être. Et puis, monsieur, je crois que vous avez voulu intervenir. Moi, je voulais intervenir parce que je crois que la drogue, c'est aussi un phénomène de société, dans le sens où je pense qu'on est en train de perdre les valeurs, non pas des valeurs institutionnelles, mais des valeurs plus liées à la spontanéité, la communication. Et moi, je suis effaré de voir beaucoup de gens de tout âge, tout niveau social, qui n'ont pas de passion. Et Thierry parlait de l'amour, qu'il a aidé à s'en sortir. Et l'amour, c'est quoi? C'est la passion. Malheureusement, la passion ne se vend pas en gélule. Voilà. ou en injectable pour certains, se vend pas en gélule. Et donc, je sais pas, bon, il y a certainement énormément de choses à faire au niveau gouvernemental parce qu'on est tellement imposé que je pense qu'il pourrait mettre un peu plus de fonds pour des problèmes de société qui est créé par cette société. C'est devenu tellement matérialiste que beaucoup de gens, je crois, se sentent obligés de suivre une ligne, donc d'oublier leur passion, s'ils sont privilégiés et qu'ils ont une passion, et ça les fait être mal dans leur peau. Ils essaient de trouver des dérivatifs comme la drogue. Malheureusement, la passion, je crois que c'est comme l'amour, ça nous tombe dessus, et chanceux sont ceux qui sont passionnés, dont je fais partie, voilà. Eh bien, c'est quoi votre passion, si on peut savoir? Ma passion, c'est bon, déjà la plongée sous-marine, je suis moniteur, la nature, la photo, les voyages. Vive la passion. Je suis d'accord. Oui, monsieur. Oui, je voudrais poser une petite question toute simple. Je voudrais savoir pourquoi les jeunes se poussent à se droguer comme ça. Ben, je crois que, en fait, tout ce que vous avez entendu, je ne vais pas répondre pour les autres, mais on a un peu répondu. Oui, peut-être, docteur Touzeau. Peut-être prendre le problème dans l'autre sens, c'est pourquoi on ne se drogue pas. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut construire la prévention. Je crois que c'est, à mon avis, de cette façon-là qu'on peut voir les choses. Moi, je voudrais dire quand même sur ces problèmes, il y a plusieurs remarques qui ont été faites. Bon, sur l'effort qui est fait en matière de soins, moi, je suis un peu dubitatif, en tous les cas, sur ces mesures qui sont annoncées. Moi, je préférerais qu'on mette d'abord les mesures en place, et puis que dans un deuxième temps, on les annonce. Parce que depuis un certain temps, on annonce aux gens comme ça un certain nombre de mesures, et puis on ne voit pas venir. Et je crois que pour les familles, ce n'est pas une bonne chose, et pour la population, on laisse croire que vont se mettre en place des dispositifs. Nous, sur le terrain, je veux dire, on a toujours les mêmes difficultés, des problèmes de budget. Laurence Nart le sait bien, d'ailleurs, elle est à nos côtés pour nous aider sur ces problèmes de budget. Il faut arrêter les effets d'annonce. La réelle mobilisation qui peut se mettre en place part effectivement de la population. Il faut inverser les logiques à ce niveau-là. Je crois qu'il y a quand même il y a d'autres effets d'annonce qu'on a fait moins, c'est les 30 000 places de prison qui ont été mises en place. Je veux dire, là, il y a eu des budgets considérables qui ont été débloqués pour la prison, et je ne suis pas sûr que ça aide à la prévention. Et donc là-dessus aussi, il faut informer les gens de cette... Parlons des solutions. Vous avez, vous, un centre de post-cure, je crois. Bon, comment ça se passe? Malheureusement, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais quand même, très rapidement, quelle est votre... Chaque expérience, évidemment, a son originalité. Ce que nous faisons n'est pas un modèle. Elle correspond, cette expérience-là, à une clientèle bien précise que nous suivons pendant plusieurs années. Et des liens précis se lient avec l'équipe, pas seulement avec le médecin, mais avec des gens qui ont des professions, et même des non-professionnels qui travaillent dans notre centre, donc très différents. Et c'est cet accompagnement-là, avec le passage d'un thérapeute à un autre, qui peut se faire en fonction des difficultés de l'un ou de l'autre. Et qui peut durer des années, bien sûr. Et qui dure pendant plusieurs années, qui a un accompagnement permanent. Le centre est ouvert 24 heures sur 24, non pas pour faire les urgences sociales de tout Paris, mais pour répondre aux besoins de cette clientèle. Et petit à petit, chacun des gens qui a fréquenté le centre, donc,
peut être accompagné, avoir une difficulté, une rechute, peut être visité en prison s'il se trouve en prison, peut être accompagné à l'hôpital, et c'est un petit peu ce travail d'accompagnement. On laisse le choix à la personne, bien évidemment, d'arrêter de se droguer. Il ne s'agit pas de tirer un trait sur la drogue comme si cette expérience était absolument négative, bien évidemment non. Je crois qu'on peut tirer des choses de ce passage par la drogue, ça peut aider un adolescent, un jeune homme à devenir de plus en plus mature. Je crois que ce serait complètement illusoire de faire comme si ça n'avait pas existé. Ce serait même quelque part répondre par une autre toxicomanie. Malhonnête même. Bien entendu. Donc il faut qu'il puisse tirer quelque chose de son expérience et à partir de là la communiquer aux autres. Moi je crois que c'est tout à fait utile cette communication aux autres. Je crois que quand on a soigné un toxicomane, c'est tout un réseau qu'on amène à se soigner à partir de là, ses copains, ses amis. On aide des familles qui reprennent conscience. Et je crois aussi qu'il y a un autre aspect important qui a un petit peu été oublié dans le débat, c'est tout le problème des quartiers. On est à l'heure actuelle avec tous ces problèmes de la ville, de l'urbanisme, de la banlieue, et je crois que c'est à l'ordre du jour. Il faut réfléchir dans les quartiers sur des modes de mobilisation qui ne tournent pas forcément autour des spécialistes. Je crois qu'on a des rôles, chacun à notre niveau, les élus, la population, à prendre dans cette bataille sur la... Corinne Jiménez, vous avez fait l'enquête pour Marie-Claire. Est-ce que vous avez constaté, chez les personnes que vous avez rencontrées, une envie, effectivement, de s'en sortir? Est-ce que vous avez constaté, disons que vous avez retrouvé un peu ce que vous avez entendu ici, vous avez retrouvé d'autres choses? Non, moi, j'ai retrouvé d'une manière très générale, systématique même, l'envie de s'en sortir, mais avec un espèce d'ajournement. Je voudrais m'en sortir, mais demain, ou je m'en suis sortie, mais à 1 an, je suis retombée dedans. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais un peu relever sur ce qui a été dit. D'abord, le problème de la prison. Moi, j'ai vu une jeune femme qui a été incarcérée pour trafic de drogue, qui a été considérée comme une grosse trafiquante parce qu'elle a transporté 200 grammes d'héroïne. En fait, elle était utilisatrice, donc le problème de la délinquance classique. Elle a fait 6 ans de prison et elle sort de sa prison avec une amende de plus de 60 000 francs à payer aux douanes françaises pour importation illégale. Alors là, je me pose plusieurs questions. Et d'une, où vont les amendes? Parce que ça pourrait peut-être servir à aider les toxicomanes, oui, ça serait bien. Centres de post-cure, oui, voilà. Deuxième question, comment quelqu'un de Michel jeune... Charras, on l'appelle. Comment quelqu'un de... Il est pour la lutte contre la drogue, Michel Charras. Comment quelqu'un de jeune, qui n'a probablement pas de métier ou qui, de par le fait de sa toxicomanie, de sa prison, etc., n'a pas été inséré socialement du tout pendant plusieurs années, comment il va faire pour payer des amendes pareilles? Je veux dire, à partir du moment où il a fait la prison, je pense qu'il a payé sa dette envers la société et on devrait lui laisser une chance. Donc là, je me pose quand même beaucoup de questions. Hein? Le problème, c'est très bien ce que vous dites, parce que le problème, c'est qu'on considère, la plupart des gens, et bon là je parle des gens qui sont aussi haut placés, considèrent, vous êtes toxicomane, vous restez toxicomane, vous allez en prison, c'est terminé pour vous. Bon, effectivement, moi aussi, je vous dis, je l'ai été en prison, et le problème, c'est vrai, c'est que les gens sortent, il n'y a rien. Alors en plus, pour la personne qui n'a pas de famille, une personne qui n'a pas de famille, une personne qui n'a rien, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle recommence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un hôpital vous refuse un dimanche soir, le dealer est ouvert 24 heures sur 24. Sûr, mais bien sûr, de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que la cam, c'est une histoire d'argent, c'est tout. C'est une histoire de fric, ça fait tourner la France. Je parle de la France parce qu'on est en France, c'est tout. Mais il faut le dire, alors qu'on arrête de cacher la vérité aux gens, qu'on leur fasse prendre conscience que leurs enfants peuvent en prendre. C'est ça, c'est que maintenant, vraiment, tout le monde est concerné. Je veux dire, on donne une image du toxico qui est complètement fausse. Alors comment voulez-vous que des familles arrivent à voir si leurs enfants se droguent ou pas? Alors ça, c'est le deuxième grand point que j'aimerais vraiment relever. Moi, c'est une chose qui m'a totalement sidérée en rencontrant les jeunes femmes. Bon, moi, je pense que comme tout le monde, j'avais un petit peu des a priori en me disant toxico, marginaux, etc. Et ça n'est absolument pas vrai. J'ai rencontré des jeunes femmes qui étaient charmantes, qui étaient tout à fait BCBG, qui étaient chic, qui étaient jolies, qui avaient des métiers, qui avaient leur bac, etc. Alors être toxicomane, au départ, ça n'empêche pas d'être propre sur soi, d'avoir un bon pied, bon oeil. Et c'est là qu'intervient un gros problème des familles. Comment s'apercevoir que votre enfant, votre sœur, enfin votre copine est toxicomane? En général, parce que le problème, c'est que c'est pas écrit sur le front, je suis toxico. C'est après qu'on s'en aperçoit. Non, mais on a toujours l'impression qu'on le voit, qu'on pèse 40 kilos, c'est pas vrai. Attendez, on s'en aperçoit toujours trop tard.
Et comme on ne connaît pas le phénomène, votre enfant vous dit « Mais non, regarde, je me pique plus ». Bien sûr, il ne se pique plus au bras. Bah, Alors, vous n'allez pas aller voir entre les doigts de pied, sous la langue, enfin n'importe où. Parce que autant il y en a qui n'ont pas été doués pour des études, parce que peut-être qu'ils s'ennuyaient à l'école, c'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Hein. Mais alors, dans la cam, ils sont super. Super menteurs, super roublards. Alors, si vous voulez, l'originalité aussi de l'association, c'est quand on s'est aperçu qu'il y avait une faille, comme elle le disait. Les failles, c'est de ne pas avoir de coupure entre l'hospitalisation et la post-cure. La post-cure, c'est un lieu où on se refait une santé, où on reprend un petit peu son potentiel. Mais après, il faut que l'ascenseur soit au niveau du palier, si vous ne voulez pas vous casser la gueule, excusez-moi l'expression. C'est pour ça qu'il faut les former. Moi, les miens, avant d'entrer en sevrage, Vous avez un centre de combien de personnes? Moi, normalement, j'avais ouvert un centre de 60, mais entièrement privé, puisque le ministère s'oppose à ce type de centre de formation depuis 11 ans. S'oppose même à ce que j'ai une subvention pour une permanence d'accueil qui tourne depuis 7 ans. Elle tourne, il y a des chiffres, il y a des bilans d'activité, mais nous, on n'est pas sérieux, il n'y a pas de médecins. Il y a des médecins dans mon association. Oui, il y a des associés. J'ai 3 important. vice-présidents qui sont de l'Académie de médecine. Si j'ai réussi à mettre cette méthodologie de sevrage qui sert maintenant à l'ABI, à l'UNAFALT et à d'autres, c'est quand même que moi, j'avais des médecins avec moi. Bon, Madame Nart, vous ne représentez pas tout le ministère de la Santé. Attendez, j'ai pas fini. Oui. Bon, l'originalité, c'est Jamais passionné. justement, avant qu'ils rentrent en sevrage, avant qu'ils aillent en post-cure, ils savent, ils ont choisi un métier. Je les ai aidés, ils ont passé leur test psychologique.